Imaginez la cuisine faiblement éclairée d'un monastère dans l'Angleterre du XIIIe siècle, où un chaudron bouillonne sur un feu de bois et où l'air est chargé du parfum des herbes et des céréales en fermentation. Dans l'ombre, des moines mesurent soigneusement les ingrédients de leur décoction médicinale, tandis que dans les chaumières voisines, des paysans remuent des marmites qui mijotent sans interruption depuis des jours. De l'autre côté du manoir, des serviteurs préparent un festin où certains aliments orneront la table du Seigneur, tandis que d'autres resteront, par la loi, strictement interdits aux roturiers. C'était l'Europe médiévale, une époque où ce que vous mangiez n'était pas seulement déterminé par la disponibilité ou les préférences, mais par un réseau complexe de décrets religieux, de lois somptuaires et de hiérarchies sociales. L'Église catholique décrétait quels aliments pouvaient être consommés et quels jours. Les rois et les nobles gardaient jalousement l'accès au gibier et aux mets délicats par le biais des lois de la forêt et des restrictions de statut. Pourtant, sous cette surface d'interdiction et de contrôle se cachait quelque chose de remarquable. Nombre des pratiques mêmes qui étaient bannies, découragées ou reléguées aux classes inférieures se révèlent avoir été nutritionnellement et médicalement brillantes. Dans cette vidéo, vous découvrirez 15 pratiques culinaires médiévales qui ont fait l'objet de restrictions, de condamnations ou de stigmates sociaux au Moyen Âge, mais que la science moderne valide aujourd'hui comme étant exceptionnellement judicieuses. Du boudin noir, condamné pour des raisons bibliques aux abats réservés à la noblesse, des régimes de jeûne imposés comme pénitence aux techniques de conservation considérées comme un savoir-faire paysan, nous explorerons comment les cuisiniers médiévaux ont développé une sagesse empirique que leurs propres sociétés ont souvent échoué à reconnaître ou ont activement réprimée. Vous apprendrez pourquoi l'Église interdisait certaines épices pendant le carême, malgré leurs propriétés antimicrobiennes, comment les lois somptuaires écartaient les céréales complètes nutritives des aristocrates qui consommaient à la place du pain blanc de qualité inférieure, et pourquoi les restrictions de chasse empêchaient les roturiers d'accéder à du gibier sauvage bien plus sain que la viande d'élevage. Tout au long de ce voyage, nous examinerons le paradoxe fascinant au cœur de la culture alimentaire médiévale. Ce qui était interdit était souvent génial, et ce qui était prisé était parfois inférieur. L'histoire qui se dévoile révèle non seulement une histoire culinaire, mais aussi une vérité plus profonde sur la manière dont le savoir empirique peut se développer même lorsque les pouvoirs institutionnels s'y opposent, et comment la science moderne ne fait que rattraper une sagesse que les cuisiniers médiévaux possédaient déjà. Commençons par l'un des aliments les plus controversés de l'histoire culinaire médiévale, un plat qui allait susciter des débats jusqu'au plus haut niveau de la société religieuse et intellectuelle. Le boudin noir, connu en Grande-Bretagne sous le nom de black pudding, était consommé dans toute l'Europe médiévale depuis au moins le XVe siècle, bien que ses origines remontent probablement beaucoup plus loin dans l'histoire. La recette était d'une simplicité trompeuse. Du sang frais d'animaux abattus, en particulier des porcs, mélangés à de la graisse, des céréales comme l'avoine ou l'orge, et des épices, puis embossés dans des boyaux et cuits jusqu'à ce qu'ils soient fermes. Pour les ménages médiévaux où gaspiller la moindre partie d'un animal abattu était économiquement impensable, le boudin noir représentait la frugalité pratique élevée au rang d'art culinaire. Les familles qui pouvaient se permettre d'abattre un porc 1 ou 2 fois par an recueillaient chaque partie utilisable, y compris le sang qui aurait autrement été jeté. Pourtant, au XVIIe siècle, cette humble saucisse, cette incarnation du pragmatisme paysan, était devenue le centre d'une controverse religieuse acharnée qui allait engager théologiens, évêques et même philosophes naturels dans une discussion houleuse. La controverse a atteint son apogée en 1652, lorsque Thomas Barlow, qui deviendra plus tard évêque de Lincoln, a publié son traité « Le procès d'un boudin noir ».
arguant avec force que la consommation de sang violait à la fois la loi diététique juive et les exemptions chrétiennes. Le fondement biblique était clair. Lévitique 17, verset 14, stipule « Vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. » Cette interdiction apparaissait à plusieurs reprises dans les Écritures, de Genèse 9, verset 4, à Lévitique 3, verset 17. Les communautés juives respectaient strictement cette loi, tout comme les chrétiens orthodoxes grecs et les musulmans, créant un consensus interculturel selon lequel la consommation de sang était spirituellement problématique. Même Sir Isaac Newton a notoirement refusé de manger du boudin noir et a exprimé vocalement son dégoût pour cette pratique. Tout au long de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, les érudits religieux se sont livrés à de vives disputes pour savoir si cet aliment commun était compatible avec la foi chrétienne. L'analyse scientifique moderne révèle que le boudin noir est extraordinairement riche en fer et en zinc, deux nutriments qui restent chroniquement déficients dans de nombreux régimes alimentaires d'adultes. Le fer contenu dans le sang est particulièrement biodisponible, ce qui signifie que le corps humain peut l'absorber et l'utiliser plus efficacement que le fer provenant de nombreuses sources végétales. Le zinc, essentiel à la fonction immunitaire, à la cicatrisation des plaies et au métabolisme cellulaire, y est présent en quantités importantes. Comparé à d'autres saucisses, le boudin noir est relativement faible en calories, offrant un bénéfice nutritionnel substantiel, sans apport énergétique excessif. Consommé avec modération, le boudin noir offre de véritables bienfaits pour la santé que les consommateurs médiévaux expérimentaient sans même comprendre la biochimie sous-jacente. L'ironie ne pourrait être plus cinglante. Les autorités religieuses décourageaient activement la consommation d'un aliment qui comblait des carences nutritionnelles courantes, en particulier l'anémie qui affligeait les paysans médiévaux ayant un accès limité à des sources de protéines diversifiées. Passant du sang à une autre catégorie de produits animaux faisant l'objet de restrictions religieuses, nous rencontrons une faille fascinante dans le droit alimentaire médiéval. Une faille qui révèle à la fois la créativité des gens du Moyen Âge et les conséquences imprévues de réglementations religieuses rigides. L'Église catholique, exerçant son immense autorité sur la vie quotidienne des croyants dans toute l'Europe médiévale, avait établi des règles claires et complètes sur la consommation de viande. La viande des animaux à quatre pattes était interdite pendant environ un tiers de l'année. Chaque mercredi, vendredi et samedi, plus toute la période de 40 jours du carême et divers autres jours saints disséminés dans le calendrier. Quand on calcule l'effet cumulatif de ces restrictions, les chrétiens dévots passaient environ 120 à 130 jours par an à s'abstenir de viande. L'impact économique et alimentaire était énorme, forçant les ménages à développer des sources de protéines alternatives et transformant le rythme de la préparation des aliments tout au long de l'année. Pourtant, les gens du Moyen Âge, faisant preuve de la créativité que la nécessité engendre souvent, ont découvert une faille remarquable que l'Église a reconnue à contre-cœur. Les abats, c'est-à-dire les organes internes et autres parties des animaux de boucherie, n'étaient techniquement pas classés comme de la viande, en vertu du droit ecclésiastique. Cette interprétation n'était pas un simple sophisme, mais reflétait un véritable raisonnement théologique sur les catégories et les définitions. De même, les produits carnés transformés comme le bacon, ayant subi une transformation par salaison et fumage, occupaient une zone ambiguë dans la doctrine de l'Église. Cette faille permettait aux cuisiniers médiévaux de servir des plats à base d'organes, même pendant les périodes de jeûne, fournissant des protéines et des nutriments qui auraient autrement été absents du régime alimentaire. Les autorités de l'Église, tout en reconnaissant peut-être ce contournement technique, toléraient généralement cette interprétation plutôt que de pousser les croyants vers une privation nutritionnelle plus sévère qui aurait pu provoquer une résistance ou des crises de santé. La dynamique sociale était tout aussi fascinante
et en dit long sur les hiérarchies médiévales. Chaque animal abattu ne possédait qu'un seul ensemble d'organes prisés comme le cœur, le foie et les reins, ce qui rendait ces morceaux exceptionnellement précieux et naturellement limités. Les seigneurs et la noblesse revendiquaient ces portions supérieures comme leur droit, comprenant que les organes étaient des mets délicats dignes d'être réservés aux tables aristocratiques. Ce qui restait, les abats moins prisés comme les intestins utilisés pour les tourtes modestes, revenaient aux paysans et aux classes laborieuses. Les Européens du Moyen Âge consommaient également presque toutes les parties du porc, des oreilles au groin, en passant par la queue, la langue et même l'utérus, faisant preuve à la fois de créativité culinaire et de nécessité économique. Ce schéma signifiait que si les abats étaient techniquement accessibles à toutes les classes, les meilleurs organes allaient à ceux qui jouissaient déjà des régimes les plus privilégiés, tandis que les gens du peuple se contentaient de ce que la noblesse rejetait. La science nutritionnelle moderne a révélé une vérité extraordinaire que les cultures traditionnelles ont découverte de manière empirique. Les abats sont bien plus nutritifs que les viandes musculaires. Le foie se distingue comme étant peut-être le multivitamine le plus concentré de la nature, contenant les plus hauts niveaux de rétinol biodisponibles, de vitamine B12, de fer, de zinc et de cuivre. La rate représente la source la plus riche connue de la science nutritionnelle en fer biodisponible. Le muscle cardiaque fournit les plus fortes concentrations de coenzyme Q10, crucial pour la production d'énergie cellulaire et la santé cardiovasculaire. Dans tous les abats, on trouve d'abondantes vitamines des groupes A, E et B complexes, ainsi que du fer héminique que le corps absorbe bien plus efficacement que le fer d'origine végétale. La faille qui autorisait les abats pendant les périodes de jeûne fournissait donc une véritable assurance nutritionnelle contre les carences, particulièrement importante pendant les longues périodes où la viande conventionnelle était interdite. Tournons-nous maintenant vers les techniques de conservation qui, bien que non explicitement interdites, portaient le stigmate de l'association avec la nourriture paysanne et les stratégies de survie des classes inférieures. La fermentation représente l'une des technologies alimentaires les plus anciennes et les plus ingénieuses de l'humanité. Les céréales et les fruits fermentaient pour donner diverses formes d'alcool. Le lait se transformait en fromage, en bas-beurre et en d'autres produits laitiers fermentés. Peut-être plus important encore, les légumes subissaient une fermentation qui les rendait disponibles pendant les hivers rigoureux, lorsque les produits frais étaient impossibles à obtenir. Dans l'Allemagne et la Corée médiévale, bien que séparés par de vastes distances, les paysans ont développé indépendamment des techniques pour faire fermenter le chou avec du sel. La choucroute allemande et le kimchi coréen sont nés de la même compréhension fondamentale. Tasser fermement les légumes avec du sel et des liquides acides dans des récipients hermétiques créait un environnement où les bactéries bénéfiques prospéraient, tandis que les agents pathogènes dangereux mouraient. Les Européens du Moyen Âge n'avaient aucune notion des bactéries ou de la chimie de la fermentation lactique. Ce qu'ils possédaient, c'était l'observation empirique transmise de génération en génération. Les légumes préparés de cette manière restaient comestibles tout l'hiver, avaient bon goût et semblaient contribuer à la santé. La compréhension scientifique moderne révèle à quel point ces techniques simples étaient en réalité sophistiquées. Des preuves archéologiques suggèrent que les humains font fermenter des aliments depuis environ 8 à 13 000 ans, certaines des premières preuves provenant de sites funéraires néolithiques. La recherche contemporaine a documenté de nombreux bienfaits pour la santé liés à la consommation d'aliments fermentés, riches en probiotiques. Ces bienfaits s'étendent bien au-delà de la nutrition pour inclure la modulation du système immunitaire et la prévention des maladies. Les aliments fermentés réduisent les niveaux de facteurs de nécrose tumorale alpha et de diverses interleukines, des composés inflammatoires qui contribuent aux maladies chroniques. Cet effet anti-inflammatoire se produit par la modulation des voies du facteur nucléaire kappa B,
la recherche montre qu'une consommation régulière aide à se prémunir contre le cancer du côlon et la colite, augmente la diversité du microbiome intestinal et peut aider à ralentir le développement de maladies neurodégénératives, y compris les maladies d'Alzheimer et de Huntington, bien que davantage de recherches soient nécessaires. Les paysans médiévaux, en préparant leur choucroute pour des raisons purement pratiques de survie hivernale, créaient, par inadvertance, un médicament. Le génie de la fermentation résidait dans son élégante simplicité. Du sel, des légumes, du thym et des récipients hermétiques produisaient un aliment à la fois conservé, savoureux et thérapeutique. Des légumes fermentés, nous passons à une autre technique de conservation que les Européens du Moyen Âge ont hérité des civilisations anciennes. Le miel servait à la fois de médicament et de conservateur depuis l'Égypte ancienne. Le papyrus Edwin Smith, daté d'environ 2600 à 2200 avant notre ère, contient des instructions pour appliquer du miel combiné à des fibres végétales sur les plaies. Ce savoir a migré à travers les civilisations classiques jusqu'à l'Europe médiévale, où le miel est resté un traitement standard pour nettoyer les plaies et prévenir les infections qui transformaient si souvent des blessures mineures en affections mortelles. Les Européens du Moyen Âge utilisaient le miel abondamment dans des contextes médicaux, l'appliquant sur les plaies avec une confiance née d'une longue expérience. Ils n'avaient aucune compréhension de la théorie des germes, mais ils observaient que les plaies traitées avec du miel guérissaient mieux que les plaies traitées autrement. Cette observation empirique, répétée d'innombrables fois au cours des siècles, a suffi à maintenir la place du miel dans la trousse à outils médicale médiévale. Les mécanismes antimicrobiens qui rendent le miel efficace n'ont été compris que lorsque les recherches scientifiques modernes les ont révélés. Le miel possède de multiples modes d'action contre les bactéries. Premièrement, sa nature acide et son faible pH créent un environnement qui inhibe activement la croissance bactérienne. Deuxièmement, la très faible teneur en humidité du miel, combinée à une forte concentration en sucre, induit une osmose dans les cellules bactériennes, les déshydratant essentiellement en extrayant l'eau. Troisièmement, les enzymes du miel produisent du peroxyde d'hydrogène, la même substance antiseptique que la médecine moderne utilise pour le nettoyage des plaies. L'efficacité s'étend à certaines des bactéries les plus dangereuses que la médecine moderne rencontre, y compris le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, mieux connu sous le nom de SARM. Le miel agit également contre les bactéries formant des biofilms, des organismes qui créent des matrices protectrices, les protégeant des antibiotiques. Le miel de qualité médicale est maintenant utilisé en médecine clinique, en particulier pour le soin des plaies où les traitements conventionnels ont échoué ou où la résistance aux antimicrobiens rend les antibiotiques traditionnels inefficaces. Les médecins médiévaux pratiquaient une médecine réellement efficace, validée par des recherches scientifiques qui ont révélé des mécanismes que les guérisseurs n'auraient pas pu comprendre. Après avoir examiné la conservation et les applications médicales, considérons maintenant les restrictions religieuses qui ont accidentellement produit d'importants bienfaits pour la santé. L'Église catholique imposait de nombreuses exigences de jeûne aux croyants. La consommation de viande était interdite pendant environ un tiers de l'année. Des jours de jeûne spécifiques avaient lieu chaque semaine. Les mercredis commémoraient la trahison de Judas, les vendredis marquaient la souffrance du Christ, et les samedis honoraient la Vierge Marie. Au-delà de ces jeûnes hebdomadaires, il y avait la saison de 40 jours du Carême, ainsi que divers autres jours saints. Le pape Grégoire le Grand, qui a servi jusqu'à sa mort en 604 de notre ère, a articulé les règles avec une clarté particulière. Pendant les périodes de jeûne, les croyants devaient s'abstenir de viande et de tout ce qui provient de la chair, y compris le lait, le fromage, le beurre et les œufs. Cette interdiction complète a transformé les régimes alimentaires médiévaux pendant les périodes de jeûne. L'Église présentait le jeûne comme une pénitence,
une forme d'abnégation qui démontrait la dévotion et fournissait une discipline spirituelle. La recherche scientifique moderne a révélé que les exigences de jeûne de l'Église, imposées pour des raisons entièrement spirituelles, produisaient de profonds bienfaits physiologiques. Le jeûne intermittent induit un processus cellulaire connu sous le nom d'autophagie, qui se traduit du grec par « auto-alimentation ». Pendant l'autophagie, les cellules décomposent et recyclent leurs propres composants endommagés ou dysfonctionnels, effectuant essentiellement un nettoyage et un renouvellement interne. Le jeûne augmente considérablement l'activité autophagique, déclenchant un nettoyage cellulaire plus étendu des protéines endommagées, des organites défectueux et d'autres débris cellulaires. Les bienfaits pour la santé, documentés par la recherche contemporaine, sont considérables. Le jeûne intermittent réduit les dommages oxydatifs causés par les espèces réactives de l'oxygène. Il diminue l'inflammation dans tout le corps, abaissant les marqueurs inflammatoires systémiques associés aux maladies chroniques. Le métabolisme énergétique s'améliore à mesure que les cellules deviennent plus efficaces. La régulation du glucose s'améliore avec une meilleure sensibilité à l'insuline et des niveaux de sucre dans le sang plus stables. Les propriétés anticancéreuses représentent peut-être la découverte moderne la plus frappante. Le jeûne inhibe la voie mTOR qui favorise la croissance et la division cellulaire, tout en activant la MPK qui aide à réguler le métabolisme. L'effet combiné crée un environnement cellulaire qui limite activement la croissance et la prolifération des cellules cancéreuses. Les chrétiens médiévaux qui jeûnaient un tiers de l'année s'engageaient par inadvertance dans ce que les biohackers modernes poursuivent délibérément comme des régimes de jeûne intermittents, induisant l'autophagie et réduisant potentiellement leur risque de cancer, tout en croyant simplement obéir aux exigences de l'Église pour leur développement spirituel. Étroitement lié aux pratiques de jeûne, mais distinct dans son orientation, l'horaire des repas médiévaux reflétait un alignement entre l'activité humaine et les cycles de lumière naturelle. Les gens du Moyen Âge mangeaient généralement pendant les heures de clarté, un schéma façonné par des considérations pratiques. Avant l'éclairage artificiel généralisé, l'activité humaine se synchronisait naturellement avec la position du soleil. L'alimentation s'inscrivait dans ce schéma, les repas étant consommés pendant les heures actives de la journée plutôt que de se prolonger dans l'obscurité du soir. Le nombre de repas différait des conventions modernes. 2 repas substantiels étaient courants, plutôt que le schéma à 3 repas que la société contemporaine considère comme la norme. Cet horaire de repas n'était pas présenté comme un conseil de santé. Les gens du Moyen Âge mangeaient simplement quand cela avait un sens pratique, compte tenu de leur schéma de travail et de la disponibilité de la lumière. Dîner à la lueur des chandelles était coûteux, nécessitant des ressources que les gens du peuple ne pouvaient pas se permettre de gaspiller pour les repas. L'horaire reflétait donc un alignement pragmatique entre manger, travailler et dormir. La recherche scientifique moderne a démontré que ce schéma médiéval, né d'une nécessité pratique, était remarquablement bien aligné avec la biologie humaine. La recherche sur le rythme circadien a révélé que le corps humain fonctionne selon des horloges internes synchronisées avec le cycle jour-nuit de 24 heures. Ces rythmes régissent le métabolisme, la libération d'hormones et la digestion. Les schémas alimentaires qui s'alignent sur ces rythmes naturels produisent des résultats de santé significativement meilleurs que les schémas alimentaires qui entrent en conflit avec eux. Les habitudes alimentaires contemporaines présentent une fenêtre de 14 à 15 heures avec un timing très irrégulier, ce qui entre en conflit avec les rythmes circadiens et contribue au dysfonctionnement métabolique. L'alimentation précoce, limitée dans le temps, consistant à consommer de la nourriture principalement pendant les premières heures de la journée, produit des avantages mesurables spécifiques. Les niveaux de glucose sanguin s'améliorent avec un meilleur contrôle tout au long de la journée et des pics réduits après les repas.
La capacité du corps à traiter le glucose varie selon les rythmes circadiens, avec une meilleure tolérance au glucose le matin et en début d'après-midi que le soir. L'alignement temporel réduit les facteurs de risque d'obésité, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Les gens du Moyen Âge, en prenant leurs 2 repas principaux pendant les heures de clarté et en s'accordant de longues périodes de jeûne nocturne, pratiquaient ce que la médecine moderne reconnaît maintenant comme un timing chronobiologiquement optimal, travaillant avec leur rythme circadien plutôt que contre eux. Passant des horaires de repas aux restrictions alimentaires spécifiques, nous rencontrons l'une des interdictions les plus particulières de l'Église. Pendant le carême, cette période de 40 jours de jeûne et de pénitence précédant Pâques, l'Église catholique restreignait non seulement les aliments qui pouvaient être consommés, mais aussi la manière dont ces aliments autorisés pouvaient être préparés et assaisonnés. De nombreuses épices étaient interdites pendant l'observance du carême, jugées trop agréables ou stimulantes pour une période destinée à souligner le sacrifice et la souffrance spirituelle. Les épices importées coûteuses comme le safran, la cannelle et la noix de muscade étaient considérées comme incompatibles avec un état d'esprit pénitentiel approprié. Le raisonnement reflétait la psychologie religieuse médiévale. Si la nourriture avait trop bon goût, l'observant ne se privait pas vraiment dans l'esprit du sacrifice du carême. Cette interdiction existait malgré le fait que les Européens du Moyen Âge attribuaient largement aux produits aromatiques d'Asie et d'Afrique des propriétés préventives et curatives. La théorie médicale, basée sur le concept classique des humeurs corporelles, soutenait que les épices pouvaient équilibrer les 4 humeurs, traitant les troubles et prévenant les maladies. Les épices n'étaient pas de simples ingrédients culinaires, mais des substances thérapeutiques avec de véritables applications médicales. L'interdiction du carême créait ainsi une tension entre les exigences religieuses et la pratique médicale. L'analyse scientifique moderne a confirmé l'intuition médiévale sur les propriétés médicinales des épices. La recherche a documenté que de nombreuses herbes et épices contiennent de puissants composés antimicrobiens qui combattent activement les bactéries pathogènes. L'ail, la moutarde, la cannelle et diverses formes de poivre possèdent tous des substances qui tuent ou inhibent les micro-organismes dangereux. Les huiles essentielles présentes dans de nombreuses épices démontrent une activité à large spectre contre les agents pathogènes d'origine alimentaire, notamment Salmonella, Escherichia coli, Listeria, Campylobacter et Staphylococcus. Les composants actifs comprennent diverses classes phytochimiques, alcaloïdes, terpénoïdes, flavonoïdes, composés phénoliques, tannins et saponines. Il ne s'agit pas d'effets mineurs observables uniquement dans des conditions de laboratoire optimales, mais d'impacts substantiels pertinents pour la préparation et la conservation des aliments dans le monde réel. Les scientifiques de l'alimentation contemporain reconnaissent maintenant les épices comme des alternatives supérieures aux conservateurs synthétiques pour la fortification des aliments. Les Européens du Moyen Âge qui ajoutaient des épices à leur nourriture réduisaient la charge bactérienne de leurs ingrédients, aidaient à conserver les aliments sans réfrigération et se protégeaient contre les maladies d'origine alimentaire. L'interdiction de l'Église a donc supprimé non seulement le plaisir, mais aussi une véritable protection de la santé, interdisant un médicament déguisé en assaisonnement. Parmi les épices, une seule commandait une valeur telle qu'elle mérite un examen séparé. Le safran, dérivé des stigmates des fleurs de Crocus sativus, était extraordinairement cher en Europe médiévale. Chaque crocus ne produit que 3 stigmates, qui doivent être récoltés à la main au moment précis, ce qui rend la production de safran extrêmement laborieuse. Le produit qui en résultait atteignait des prix qui le mettaient hors de portée de tous, sauf des riches. L'Irlande médiévale a fait des vêtements jaune safran un point central de la législation somptuaire, avec des réglementations datant de 1297 et au-delà,
visant à maintenir les distinctions ethniques entre les colons anglais et les Irlandais autochtones. La couleur jaune vif, bien qu'appelée safran, était en fait dérivée de la gaude, une plante produisant une teinture jaune claire, plutôt que de la coûteuse épice de safran elle-même. Plus tard, les colons protestants ont associé cette couleur distinctive à l'identité et à la résistance irlandaise. Les objectifs réels du traitement des vêtements teints en jaune étaient éminemment pratiques. Éclaircir le tissu, désodoriser les textiles portés pendant de longues périodes entre les lavages, désinfecter les tissus qui pourraient abriter des agents pathogènes et aider à épouiller les vêtements à une époque où les poux de corps étaient un problème persistant. La ville de Nuremberg, dans l'Allemagne médiévale, a poussé la réglementation du safran à des extrêmes extraordinaires. La loi municipale établissait des peines croissantes, des amendes pour les infractions mineures, l'emprisonnement pour les violations plus graves et l'exécution pour le vol de safran ou la vente de produits frelatés. Ce n'était pas une posture juridique vide de sens. Des archives documentent des exécutions réelles effectuées en vertu de ces statuts. Le code safran-chou prescrivait l'exécution pour les marchands qui vendaient du safran frelaté, le mélangeant avec des substances moins chères pour frauder les clients. Le safran apparaissait également dans des applications médicales, en particulier pendant la peste noire. Les praticiens anglais préparaient des infusions de safran et les administraient aux victimes de la peste. L'analyse scientifique moderne révèle un profil nutritionnel et biochimique complexe. L'épice contient diverses vitamines, des minéraux essentiels et de puissants antioxydants. 4 composés ont particulièrement attiré l'intérêt scientifique: le safranal, la picrocrocine, la crocine et la crocétine. Ces composés fonctionnent comme de puissants antioxydants, neutralisant les radicaux libres et réduisant le stress oxydatif. La recherche contemporaine s'est considérablement développée, examinant les applications potentielles pour des conditions allant de la dépression aux maladies neurodégénératives. Les propriétés médicinales traditionnelles se concentraient sur les effets sédatifs, les propriétés antispasmodiques et les effets anti-ballonnement. Le fait que les autorités de Nuremberg au Moyen Âge exécutaient les voleurs et les marchands frauduleux pour cette substance témoigne de sa valeur extraordinaire, finalement confirmée par des recherches scientifiques qui ont validé son activité biologique. Passons des épices à l'alcool, une autre catégorie occupant une position ambiguë dans la société médiévale. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, les monastères sont devenus les principaux centres de brassage et de vinification en Europe. Le monastère de Saint-Gall en Suisse nous fournit nos premières preuves détaillées, avec des dessins architecturaux de 820 de notre ère, montrant 3 brasseries distinctes, une pour les invités de haut rang, une autre pour les pèlerins et les pauvres, et une 3e pour les moines eux-mêmes. Les moines ont contrôlé les arts du brassage dans une grande partie de l'Europe jusqu'au XIIe siècle. Les moines irlandais ont acquis une renommée particulière grâce à leur association avec le whisky, distillant des céréales fermentées pour obtenir des spiritueux avec une teneur en alcool bien plus élevée que la bière. La connaissance de la distillation s'est progressivement répandue parmi les moines, les médecins et les alchimistes. Des exemples célèbres survivent jusqu'à nos jours. La bénédictine D.O.M., dont les origines sont attribuées par la légende à 1510 et à Dom Bernardo Vincelli, un moine bénédictin italien, bien que la liqueur moderne ait été recréée en 1863 par Alexandre le Grand à partir de documents qu'il a découverts. Et la chartreuse, dont la recette exacte reste un secret connu de seulement 2 moines à la fois. Ces produits n'étaient pas des boissons récréatives, mais des préparations médicinales. La compréhension scientifique moderne des raisons pour lesquelles le brassage monastique produisait de véritables bienfaits pour la santé se concentre sur 2 facteurs principaux. Premièrement, le processus de brassage nécessite de faire bouillir de l'eau, ce qui tue les agents pathogènes d'origine hydrique, y compris les bactéries responsables du choléra,
de la typhoïde et de la dysenterie, ainsi que les parasites qui peuvent infecter l'eau potable. Bien qu'il n'ait pas pu expliquer la microbiologie impliquée, il pouvait observer que les personnes qui buvaient de la bière étaient moins susceptibles de souffrir de certaines maladies. Deuxièmement, l'alcool lui-même possède des qualités antiseptiques, tuant ou inhibant la croissance bactérienne. Une expérience de 1998 recréant une bière forte médiévale en utilisant des méthodes d'époque a produit une boisson qui était à la fois efficace comme boisson stable et agréable au goût pour les palais contemporains. Le brassage monastique occupait ainsi un espace protégé où les bienfaits de l'alcool pour la santé pouvaient être développés et maintenus. Étroitement lié à la production d'alcool, mais distinct dans ses applications, le vinaigre représente un autre produit de base médiéval aux racines anciennes. L'histoire du vinaigre remonte à environ 7000 ans, à l'ancienne Babylone. Au Moyen Âge, la production de vinaigre était devenue une industrie établie dans toute l'Europe. Les Européens du Moyen Âge utilisaient abondamment le vinaigre dans des contextes médicaux, s'en servant pour nettoyer les plaies et prévenir les infections. Le saumurage des légumes dans le vinaigre représentait l'une des techniques de conservation alimentaire les plus importantes de l'Europe médiévale, permettant aux ménages de conserver des réserves de légumes pendant l'hiver. La production de vinaigre implique un processus de fermentation en 2 étapes. Premièrement, les sucres se transforment en alcool par fermentation alcoolique. Deuxièmement, en présence d'oxygène, les bactéries acétobactères transforment cet alcool en acide acétique. La FDA exige que le vinaigre contienne au minimum 4% d'acide acétique, bien que les concentrations puissent atteindre 8% ou plus. Cette acidité substantielle confère au vinaigre ses propriétés conservatrices et antimicrobiennes. Les recherches scientifiques modernes ont documenté les propriétés antibactériennes, antifongiques et antivirales du vinaigre. Lorsque les légumes sont saumurés dans le vinaigre, l'acide acétique augmente leur acidité globale, à des niveaux qui tuent les micro-organismes et empêchent la détérioration. Au-delà de la conservation, la recherche a identifié plusieurs bienfaits pour la santé. Le vinaigre aide à réguler les niveaux de sucre dans le sang, réduisant les pics de glucose post-prandiaux. Cela se produit par de multiples mécanismes, notamment en ralentissant la vidange gastrique et en améliorant la sensibilité à l'insuline. Des études montrent que la consommation de vinaigre réduit l'accumulation de graisse corporelle. L'acide acétique aide également à la digestion en augmentant la production d'acide gastrique. Les Européens du Moyen Âge qui nettoyaient les plaies avec du vinaigre pratiquaient une technique antiseptique réellement efficace, tandis que ceux qui saumuraient des légumes pour les conserver l'hiver préservaient simultanément les aliments et créaient des produits aux bienfaits métaboliques qu'ils n'auraient pas pu comprendre. Des techniques de conservation. Passons aux graisses de cuisson. Tout au long de la période médiévale et jusqu'au début du XXe siècle, le saindoux et le suif ont servi de principales graisses de cuisson à travers l'Europe. Le saindoux, issu de la graisse de porc, et le suif, issu de la graisse de bœuf, étaient universels dans les cuisines. Cette utilisation universelle s'est poursuivie à l'ère moderne. McDonald's a utilisé un mélange de 93% de suif de bœuf et de 7% d'huile de coton pour ses frites jusqu'en 1990, lorsque la pression publique a forcé un passage aux huiles végétales. Ce changement reflétait le virage plus large lorsque les graisses saturées d'origine animale sont devenues les méchants diététiques accusés des maladies cardiaques. Des recherches scientifiques récentes ont compliqué ce récit simple. Le saindoux et le suif correctement fondus ne contiennent pas d'acide gras trans, les graisses artificielles créées lors de l'hydrogénation des huiles végétales. Les graisses trans ont été liées de manière concluante à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Les graisses animales qui ont été remplacées ne contenaient naturellement pas de graisses trans,
ce qui les rendait supérieurs aux shortening végétaux partiellement hydrogénés. Au-delà de l'absence de graisses trans, les graisses animales contiennent des quantités substantielles de graisses monoinsaturées. La même classe abondante dans l'huile d'olive est largement reconnue comme étant saine pour le cœur. La recherche a démontré que les graisses monoinsaturées aident à réduire le risque de maladies cardiaques. Le suif et le saindoux, provenant d'animaux nourris à l'herbe, contiennent également de la vitamine D, essentielle au fonctionnement du système immunitaire, et de l'acide linoléique conjugué, un composé lié à des effets anticancérigènes, antidiabétiques, anti-obésité et anti-hypertenseurs. Le point de fumée élevé des graisses animales les rend particulièrement adaptées à la cuisson à haute température. Lorsque les graisses sont chauffées au-dessus de leur point de fumée, elles se décomposent et s'oxydent, créant des composés potentiellement nocifs. La stabilité oxydative des graisses animales signifie qu'elles résistent mieux à cette décomposition que de nombreuses huiles végétales. Les mises en garde restent importantes. Les graisses animales sont riches en graisses saturées qui peuvent augmenter le cholestérol, LDL, et les recommandations modernes suggèrent de les utiliser avec parcimonie. Pourtant, le récit simple selon lequel les huiles végétales sont bonnes et les graisses animales sont mauvaises s'est dissous sous l'examen scientifique. L'un des paradoxes les plus fascinants de la culture alimentaire médiévale apparaît lorsque nous examinons le pain, l'aliment de base constituant le fondement des régimes de toutes les classes sociales. Les sociétés médiévales ont développé des hiérarchies rigides autour du type de pain, le pain blanc étant souvent réservé aux riches par une combinaison de facteurs économiques et de coutumes sociales, renforcée dans certains cas par une législation somptuaire. Les ménages aristocratiques consommaient du pain avec des taux d'extraction extrêmement élevés, retirant 25 à 32% du grain par tamisage, ne laissant que le fin endosperme blanc. Cela produisait un pain très blanc, considéré comme de la plus haute qualité. Le terme « pan de main » désignait le pain blanc le plus fin, réservé aux seigneurs du manoir. La plupart des gens consommaient du méteil, un mélange de blé et de seigle, ou du pain entièrement fait d'autres céréales qui produisaient des pains plus foncés et plus denses. Les médecins médiévaux recommandèrent le pain blanc comme l'option la plus saine, un conseil qui renforçait les hiérarchies sociales. La réalité nutritionnelle, comme la science moderne l'a révélé, a complètement inversé cette hiérarchie sociale. Dès 1865, des recherches scientifiques avaient démontré que le pain complet contenant le son et le germe était substantiellement plus sain que le pain blanc raffiné. Le son contient la majorité des fibres du grain ainsi que des quantités substantielles de vitamine B, de minéraux et de composés phytochimiques. Le germe fournit de la vitamine E, des graisses saines et des minéraux supplémentaires. Retirer ces composants pour produire de la farine blanche prive le grain d'une grande partie de sa valeur nutritionnelle. La science nutritionnelle moderne s'est largement appuyée sur cette découverte du XIXe siècle. Les céréales complètes fournissent beaucoup plus de fibres que les céréales raffinées, favorisant la santé digestive, aidant à réguler la glycémie et contribuant à la santé cardiovasculaire. Les vitamines et minéraux concentrés dans le son et le germe comprennent le fer, le magnésium, le zinc et le complexe de vitamine B. Des études épidémiologiques ont constamment montré que les personnes qui consomment régulièrement des céréales complètes ont des taux plus faibles de diabète de type 2, de maladies cardiaques et de certains cancers. L'aristocrate médiéval, mangeant du fin pan de main blanc, consommait un produit nutritionnellement inférieur, tandis que le paysan mangeant du pain de méteil dense ou de seigle complet recevait une nutrition supérieure malgré le statut social inférieur de sa nourriture. La hiérarchie sociale inversait la hiérarchie nutritionnelle, le privilège achetant une nutrition inférieure. Les restrictions de chasse médiévales fournissent un autre exemple clair de loi empêchant les gens du peuple d'accéder à des aliments très nutritifs. La loi de la forêt, le système juridique complexe régissant les forêts royales,
définissait des catégories strictes d'animaux et réglementait qui pouvait les chasser. Même les nobles ne pouvaient chasser qu'en présence d'un officier forestier et seulement lorsqu'ils étaient engagés dans des affaires royales. Pour les roturiers, la chasse aux cerfs dans les forêts royales était tout simplement interdite, une violation qui pouvait entraîner de sévères punitions. Les restrictions s'étendaient au-delà de la simple chasse pour englober la possession et la vente de venaison. La viande de cerf n'était pas commercialisée de la même manière que le bœuf et le porc, non pas à cause d'un quelconque empêchement pratique, mais parce que la commercialisation aurait dévalué le symbolisme social de la venaison. Lorsque les aristocrates servaient de la venaison lors de festins, ils affichaient leur position privilégiée. Les chasseurs médiévaux appréciaient particulièrement la graisse de cerf, cherchant à tuer les animaux lorsqu'ils étaient en graisse, le terme désignant leur condition de graisse maximale. L'analyse nutritionnelle moderne révèle que la viande de cerf sauvage possède un profil nutritionnel substantiellement supérieur à celui du bœuf, du porc ou de l'agneau domestique. Les cerfs sauvages consomment des régimes naturels d'herbes, de feuilles, d'herbes et d'autres plantes sauvages. Ils vivent en liberté, parcourant les forêts. Leur viande ne contient ni hormones artificielles, ni antibiotiques. La venaison contient une teneur en humidité et en protéines plus élevée que le bœuf ou le porc nourri au grain. Elle contient moins de calories par portion, moins de cholestérol et une teneur en matière grasse totale plus faible. La venaison sauvage fournit des quantités substantielles de fer, essentielles au transport de l'oxygène, et de zinc, crucial pour la fonction immunitaire. Les vitamines B, en particulier la B12, y sont présentes en quantités importantes. En terminologie contemporaine, la venaison représente la viande originale nourrie à l'herbe, élevée en plein air et durable. Les paysans médiévaux, à qui la loi de la forêt interdisait de chasser le cerf, se voyaient refuser l'accès à cette source de protéines supérieure. La restriction ne visait pas à protéger les roturiers d'une nourriture inférieure, mais à maintenir la hiérarchie sociale et le privilège aristocratique. Les régimes alimentaires de l'Europe médiévale étaient profondément façonnés par les saisons et la géographie d'une manière que les gens modernes, habitués à la disponibilité quasi permanente de n'importe quel produit alimentaire, peuvent avoir du mal à apprécier pleinement. L'absence de réseaux de transport modernes et de technologies de réfrigération signifiait que la disponibilité des aliments était intensément locale et saisonnière, non par choix, mais par nécessité. Des réseaux commerciaux existaient, certes, en particulier pour les épices de valeur, le sel et d'autres produits conservés qui pouvaient supporter un transport sur de longues distances. Pourtant, pour les aliments de tous les jours, pour les légumes, les fruits, les céréales et les produits frais qui constituaient la majeure partie des régimes médiévaux, il était peu probable que les gens consomment quoi que ce soit produit à plus d'une semaine de voyage. Cette distance variait avec la géographie et l'infrastructure, mais restait limitée par le transport à traction animale et la capacité de portage humaine. Les cuisines régionales se sont développées directement à partir de ce qui était disponible localement, reflétant les possibilités agricoles de climat et de type de sol spécifiques plutôt qu'une quelconque préférence esthétique. Le cycle saisonnier gouvernait le rythme de l'alimentation avec une autorité que les gens modernes expérimentent rarement. Le printemps et le début de l'été apportaient les premiers légumes frais après les privations de l'hiver. Des verdures tendres, des petits pois précoces, de jeunes herbes et d'autres aliments qui étaient consommés immédiatement, car la conservation était difficile et le stockage inutile avec plus à venir. La fin de l'été et l'automne offraient la grande saison des récoltes, lorsque des mois de travail agricole portaient leurs fruits. Des céréales qui pouvaient être stockées pendant des mois dans des conditions sèches, des fruits qui étaient mangés frais ou conservés par séchage ou d'autres techniques, et des légumes racines qui se conservaient bien dans des caves fraîches pendant l'hiver. L'abattage du bétail avait lieu principalement à l'automne après la récolte, lorsque les animaux étaient les plus gras après le pâturage d'été, et lorsque le temps de plus en plus frais
permettaient la conservation de la viande par salage, fumage ou d'autres techniques qui fonctionnaient mal dans la chaleur de l'été. L'hiver signifiait une dépendance aux céréales stockées, aux viandes conservées, aux légumes fermentés et saumurés, et à tous les aliments frais qui pouvaient être obtenus pendant les mois froids, ce qui variait selon la région, mais était généralement limité. Ce schéma alimentaire n'a pas été choisi pour des raisons environnementales ou de santé, mais imposé par la nécessité. Pourtant, cette nécessité a produit un modèle alimentaire que la science nutritionnelle moderne et les mouvements de durabilité environnementale tentent de recréer délibérément. Manger de saison relie les consommateurs aux cycles agricoles en les sensibilisant à l'origine des aliments. Cela soutient la sécurité alimentaire et l'autosuffisance au niveau des ménages et des communautés. Les avantages environnementaux sont substantiels. Une alimentation locale et de saison réduit l'empreinte carbone en éliminant le transport sur de longues distances, soutient la biodiversité et réduit les dépenses énergétiques pour le stockage. Les produits frais consommés en saison sont généralement plus nutritifs que les produits récoltés tôt, expédiés sur de longues distances et mûris en transit. Les plantes autorisées à mûrir naturellement développent des concentrations plus élevées de vitamines, de minéraux et de composés phytochimiques. De nombreux nutriments se dégradent pendant le stockage et le transport. Fait intéressant, les études paléopathologiques examinant les restes squelettiques médiévaux ont trouvé moins de preuves de carence en vitamines que les hypothèses antérieures ne le suggéraient. Bien que la malnutrition se soit certainement produite pendant les famines, les preuves suggèrent que le régime médiéval fournissait une nutrition adéquate plus souvent que les gens modernes ne le croient généralement. La combinaison de céréales complètes, de légumes de saison, d'aliments fermentés et de viande occasionnelle constituait un régime nutritionnellement adéquat lorsque la nourriture était disponible en quantité suffisante. Nous concluons notre examen des pratiques culinaires médiévales avec peut-être l'aliment le plus humble et universel de l'Europe médiévale. Le potage. Cette soupe, ou ce ragoût épais, représentait la subsistance quotidienne de millions de personnes pendant des siècles. Le potage était préparé en faisant bouillir des légumes, des céréales et, lorsque disponible, de petites quantités de viande ou de poisson dans de l'eau ou du bouillon jusqu'à ce que tout se mélange en une mixture épaisse et consistante. Le récipient de cuisson était généralement une marmite en terre cuite ou un chaudron en fonte, suspendu au-dessus du feu du foyer. La méthode de préparation était distinctive. Le potage était porté à ébullition, puis maintenu à frémissement pendant de longues périodes, remué de temps en temps avec une louche ou un ustensile en bois. Le processus de cuisson pouvait s'étendre sur une grande partie de la journée, avec des ingrédients ajoutés au fur et à mesure de leur disponibilité. Bien que le folklore dépeigne parfois des ragoûts perpétuels, bouillonnant pendant des jours, les réalités pratiques de la vie médiévale, y compris le travail et le coût de l'entretien des feux et les limites de la conservation des aliments, suggèrent que la plupart des potages étaient consommés dans un jour ou deux après leur préparation. Néanmoins, la pratique était efficace en termes de combustible, simplifiait la préparation des aliments et garantissait qu'un plat chaud était disponible en cas de besoin. Simple nourriture de paysans, le potage était méprisé par ceux qui pouvaient s'offrir mieux. Il représentait la subsistance, le repas minimal adéquat qui maintenait les gens en vie et au travail. Pourtant, ce plat simple était nutritionnellement sophistiqué d'une manière que la société médiévale ne reconnaissait pas. Les ingrédients typiques créaient un repas nutritionnellement complet. Les légumes riches en fibres fournissaient des vitamines et des minéraux essentiels. Les légumineuses riches en protéines, comme les pois, les lentilles et les haricots, apportaient des acides aminés essentiels. Les céréales consistantes, telles que l'orge et l'avoine, ajoutaient des glucides complexes pour une énergie durable. Lorsque de petites quantités de viande, de poisson ou de graisse animale étaient ajoutées, elles apportèrent des protéines complètes et des acides gras essentiels.
le long processus de cuisson rendait tout digestible. Du point de vue de la sécurité alimentaire, la cuisson continue à haute température tuait efficacement les agents pathogènes. L'ébullition prolongée éliminait toutes les bactéries, parasites ou autres micro-organismes dangereux. Les gens du Moyen Âge n'avaient aucune notion des bactéries ou de la microbiologie de la sécurité alimentaire. Ce qu'ils savaient, c'est que la nourriture cuite dans des marmites bouillantes ne rendait pas les gens malades comme le faisait la nourriture avariée ou mal préparée. La marmite éternelle, en ébullition continue, était une technique de sécurité alimentaire rudimentaire mais efficace, stérilisant chaque ajout par une exposition prolongée à la chaleur. La mijoteuse moderne représente un descendant direct de la marmite à potage médiévale. Le paysan qui mangeait du potage 2 fois par jour consommait un repas nutritionnellement supérieur à de nombreuses options modernes de plats transformés et de restauration rapide. L'humble marmite sur le feu contenait un génie qui transcendait la compréhension médiévale. Une nutrition complète, une élimination efficace des agents pathogènes, une utilisation efficace du combustible, une préparation simplifiée des aliments et le réconfort d'un plat chaud toujours disponible. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration à travers les cuisines, les monastères et les manoirs médiévaux, un schéma clair se dégage. Maintes et maintes fois, nous avons rencontré des pratiques culinaires qui ont fait l'objet d'interdictions, de restrictions ou de stigmates sociaux au Moyen Âge, mais que la science moderne reconnaît aujourd'hui comme étant nutritionnellement saines, médicalement bénéfiques, ou les deux. Le boudin noir condamné pour des raisons bibliques se révèle être riche en nutriments essentiels. Les abats réservés à la noblesse possèdent des profils nutritionnels qui dépassent ceux de la viande musculaire. Le jeûne imposé comme pénitence religieuse induit l'autophagie et des bienfaits métaboliques. Les épices interdites pendant le carême, parce qu'elles étaient trop agréables, étaient en réalité des médicaments antimicrobiens. Le pain blanc réservé aux aristocrates était nutritionnellement inférieur aux produits à base de céréales complètes que les paysans consommaient. La venaison, interdite aux roturiers par la loi de la forêt, était supérieure au bœuf et au porc disponibles sur le marché. Le schéma se répète. Ce qui était interdit était souvent brillant, et ce qui était prisé était parfois inférieur. Ces renversements ironiques révèlent des tensions fondamentales dans la société médiévale. Les autorités religieuses, opérant à partir de principes théologiques et de préoccupations spirituelles, ont imposé des restrictions qui ont par inadvertance supprimé des bienfaits pour la santé qu'elles ne pouvaient pas comprendre. L'Église a interdit la consommation de sang sur la base de la loi lévitique, empêchant l'apport de fer et de zinc biodisponibles. Elle a interdit les épices pendant le carême parce qu'elles étaient trop agréables, supprimant une protection antimicrobienne. Les hiérarchies sociales ont inversé les hiérarchies nutritionnelles, les aristocrates consommant du pain blanc raffiné, dépourvu de nutriments, tandis que les paysans mangeaient des céréales complètes de qualité supérieure. Les lois somptuaires maintenaient les distinctions de classe en restreignant l'accès à des aliments nutritifs. Pourtant, nous devons aussi reconnaître le génie de l'empirisme qui a prospéré malgré ces restrictions. Les cuisiniers, brasseurs et guérisseurs médiévaux ont développé des techniques remarquablement efficaces sans saisir les principes biochimiques à l'œuvre. Ils faisaient fermenter des aliments sans connaître les bactéries, créant des produits riches en probiotiques qui amélioraient la santé intestinale. Ils conservaient les aliments avec du miel et du vinaigre sans comprendre la chimie antimicrobienne. Ils utilisaient les épices comme médicaments sans la pharmacologie moderne. Ils alignaient les horaires des repas sur les heures de clarté sans comprendre les rythmes circadiens. Cette sagesse empirique, une connaissance acquise par l'observation et l'expérience plutôt que par la compréhension théorique, représente l'une des capacités cognitives les plus précieuses de l'humanité. Les techniques de conservation que nous avons examinées
étaient fondamentalement des stratégies de survie. À une époque sans réfrigération, sans compréhension de la microbiologie, sans médecine moderne, les gens du Moyen Âge avaient besoin de méthodes pour conserver la nourriture en toute sécurité pendant l'hiver, pour prévenir l'infection des plaies, pour maintenir la santé pendant les mois de vaches maigres. La fermentation, la conservation au miel, le saumurage au vinaigre, la salaison, le fumage et d'autres techniques qu'ils ont développées représentaient un savoir durement acquis, accumulé sur des générations. Ce n'étaient pas des astuces intelligentes ou des curiosités historiques intéressantes, mais des technologies essentielles qui faisaient la différence entre la survie et la famine, entre la guérison et l'infection. Le fait que la science moderne ait maintenant validé ces pratiques anciennes, révélant les mécanismes biochimiques et microbiologiques qui les font fonctionner, ne diminue en rien l'exploit de les avoir développées par une observation et une expérimentation minutieuse. En regardant en arrière de notre perspective moderne, nous pouvons voir à la fois ce que les gens du Moyen Âge ont bien fait et ce qu'ils ont mal fait. Ils ont correctement identifié le miel comme traitement pour les plaies, mais ont attribué ses effets à l'équilibrage des humeurs, plutôt qu'à la chimie antimicrobienne. Ils ont reconnu les épices comme médicinales, mais ne pouvaient pas isoler les composés spécifiques responsables des effets thérapeutiques. Ils savaient que le jeûne pouvait être bénéfique, mais ne pouvaient pas mesurer l'autophagie ou comprendre les mécanismes cellulaires. Leurs explications étaient fausses, mais leurs pratiques étaient souvent judicieuses. Ce fossé entre la pratique efficace et l'explication exacte est en soi instructif. Les humains peuvent développer des techniques sophistiquées par l'observation empirique, même sans compréhension scientifique. Et le savoir traditionnel contient souvent une sagesse authentique, enveloppée dans des cadres explicatifs que la science ultérieure remplace. Lorsque nous regardons cette histoire à travers le prisme de nos préoccupations contemporaines, les parallèles deviennent frappants. Le mouvement moderne des aliments fermentés promouvant le kombucha, le kéfir, la choucroute et le kimchi redécouvre ce que les paysans savaient. La tendance du jeûne intermittent, avec des passionnés de bien-être restreignant délibérément les fenêtres d'alimentation, reproduit le calendrier de jeûne obligatoire de l'Église médiévale. Le mouvement de l'alimentation de la tête à la queue, avec des restaurants haut de gamme servant des abats, revient à la nécessité médiévale comme un choix moderne. L'accent mis sur l'alimentation locale et de saison, les marchés de producteurs et l'agriculture soutenue par la communauté recréent les contraintes dans lesquelles les gens du Moyen Âge n'avaient d'autre choix que de vivre. Nous redécouvrons par l'investigation scientifique et l'expérimentation délibérée ce que les sociétés antérieures savaient par tradition et nécessité. Les leçons plus larges s'étendent au-delà de l'alimentation et de la santé pour toucher à l'épistémologie et au pouvoir. La société médiévale démontre comment l'autorité institutionnelle, qu'elle soit religieuse, juridique ou sociale, peut restreindre des pratiques qui sont objectivement bénéfiques. L'Église exerçait un pouvoir énorme sur la vie quotidienne, et ce pouvoir était parfois utilisé pour faire appliquer des réglementations qui nuisaient aux croyants plutôt que de les aider. Les lois somptuaires maintenaient les hiérarchies sociales en restreignant l'accès aux biens, que ces restrictions servent ou non un quelconque intérêt public. Les lois de la forêt préservaient le privilège aristocratique au prix de refuser aux gens du peuple l'accès à des sources de protéines supérieures. Il ne s'agissait pas d'institutions maléfiques nuisant délibérément aux gens, mais plutôt d'autorités opérant selon leur propre logique et leurs propres préoccupations, croyant souvent sincèrement que leurs restrictions servaient des objectifs importants. Pourtant, l'effet a été de supprimer ou de restreindre des pratiques réellement bénéfiques. La question se pose naturellement. Quelles sont les pratiques que nous restreignons aujourd'hui et que les générations futures reconnaîtront comme bénéfiques? Quelles pratiques nos propres institutions, opérant à partir d'hypothèses et de préoccupations contemporaines, interdisent-elles ou découragent-elles malgré leur valeur réelle?
Quels conseils nutritionnels qui semblent être une science établie pourraient être révisés par des recherches futures? L'histoire médiévale incite à l'humilité, suggérant que nous devrions remettre en question les restrictions institutionnelles et rester ouverts aux preuves empiriques, même lorsqu'elles défient la doctrine établie. Elle suggère que les pratiques traditionnelles rejetées comme de la superstition ou comme étant dépassées peuvent contenir une sagesse que l'investigation scientifique peut valider et expliquer, même si les explications originales étaient fausses. Le génie des astuces de cuisine médiévale interdites n'était pas vraiment un génie. Pas si nous entendons par là une conception intelligente, consciente, ou une compréhension théorique sophistiquée. C'était quelque chose d'à la fois plus humble et plus impressionnant. L'accumulation patiente de connaissances pratiques à travers des générations d'observations. La volonté de préserver des techniques qui fonctionnaient même sans comprendre pourquoi. La sagesse empirique qui se développe lorsque la survie dépend de la bonne gestion de la nourriture. Les cuisiniers médiévaux n'étaient pas des scientifiques, mais ils étaient des empiristes, testant des méthodes et gardant ce qui fonctionnait. Les techniques qu'ils ont développées ont maintenant été validées par les méthodes scientifiques mêmes qu'ils n'auraient pas pu imaginer, créant une continuité entre la cuisine médiévale et le laboratoire moderne, qui révèle comment différentes formes de savoir peuvent parvenir à des vérités similaires par des chemins radicalement différents. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers les cuisines, les monastères et les forêts du Moyen Âge, à la découverte des pratiques culinaires qui ont été interdites, restreintes ou méprisées, mais que la science moderne reconnaît aujourd'hui comme remarquablement judicieuses. J'espère que cette exploration vous a ouvert les yeux sur la complexité de la culture alimentaire médiévale, sur le génie caché dans des pratiques humbles, et sur le processus fascinant par lequel l'investigation scientifique valide la sagesse traditionnelle. Si vous avez apprécié de découvrir ces histoires cachées et ces liens surprenants entre la vie médiévale et la science de la santé moderne, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo et que vous la partagiez avec d'autres qui apprécient l'histoire qui remet en question les idées reçues. Abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres explorations approfondies du passé qui révèlent une sagesse inattendue et complexifient notre compréhension de la manière dont les sociétés antérieures vivaient et pensaient. Laissez un commentaire ci-dessous. Quelle pratique culinaire médiévale vous a le plus surpris? Et y a-t-il des aliments traditionnels de votre propre culture que les gens modernes ont oubliés mais devraient redécouvrir? D'ici la prochaine fois, continuez à remettre en question les récits établis. Continuez à chercher la vérité empirique derrière les pratiques historiques et souvenez-vous que la sagesse apparaît souvent dans des endroits inattendus et que ce qu'une époque condamne, une autre peut le réhabiliter.